Business France par Monsieur Éric Fajol. Bonjour Éric. Bonjour Yann, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur de Business France en Inde, basé à New Delhi au sein de l'ambassade de France. Monsieur Paskov, bonjour, Dassault Aviation. Alors, votre fonction exacte dans le groupe? Bonjour à tous, donc Michel Paskov, Dassault Aviation. Je suis directeur en charge de tout ce qui est coopération économique internationale, c'est-à-dire ce qui accompagne nos ventes à l'export. Et nous avons le plaisir d'avoir Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour Anne-Charlotte, groupe Ametra. Bonjour Yann, effectivement je suis Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, une entreprise qui conçoit et intègre des équipements mécaniques, électriques, électroniques pour l'aéronautique et la défense notamment, et qui s'est implantée il y a quelques années en Inde, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, merci à tous de se joindre à ce webinaire. Merci à vous aussi de rejoindre. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré. S'il y en a qui ne voulaient pas apparaître sur l'image, il suffit de couper la caméra, de couper le son. Vous aurez bien évidemment tout au long de cette discussion la possibilité de nous poser des questions, de poser des questions aux experts qui sont parmi nous. Ce que je vous propose, vous pouvez le faire par le chat si vous avez besoin d'intervenir tout de suite, ou bien alors nous aurons une séance de questions-réponses à la fin où vous pourrez bien sûr toutes et toutes profiter des connaissances et surtout de l'expérience et des retours d'expérience de gens qui se sont implémentés en Inde ou qui connaissent très très bien le marché. Alors nous allons parler aujourd'hui de cette spécificité. Le marché indien est quand même très particulier. Il diffère complètement évidemment de celui de la France, mais aussi d'autres pays qu'on pourrait connaître. Beaucoup ont tendance à comparer l'Inde et la Chine alors qu'il y a énormément de différences. Mais qu'apporte réellement le marché indien? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les occasions pour les entreprises françaises de pouvoir aller sur site et puis faire des affaires, également servir les différentes entreprises françaises, mais surtout également les clients indiens. Alors pour en parler, nous allons avoir au départ Business France avec Éric Fajol qui va nous parler de cette spécificité du pays. Éric, on aimerait en savoir un petit peu plus, vous qui le connaissez très très bien, vous êtes implanté là-bas et d'ailleurs merci de vous joindre à nous depuis l'Inde. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci Yann. Bon, ça fait que 2 ans que je suis en poste en Inde, après avoir été dans d'autres pays BRIC. Mon sentiment, c'est que la présence française est déjà très forte. Ça, c'est le premier constat. La France rayonne ici dans l'industrie indienne et dans pas mal de secteurs d'activité, même si notre part de marché en termes d'exportation vers l'Inde est somme toute assez réduite. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les entreprises, pour venir sur ce marché, doivent s'implanter physiquement en Inde et pas uniquement exporter depuis la France. Je pense que c'est un des pays, en termes d'accès au marché, les plus difficiles au monde et extrêmement protégé dans beaucoup de secteurs d'activité par des barrières douanières, des barrières non tarifaires, une complexité à l'importation qui fait que beaucoup d'entreprises sont obligées d'avoir une implantation sur place et de fabriquer localement. Et je pense qu'on reviendra sur cette politique lancée par le Premier ministre du Make in India qui force un peu tout le monde à avoir une présence industrielle ici. Néanmoins, on a quand même un courant d'affaires avec ce pays. Bien évidemment, le secteur aéronautique et défense est celui qui est le mieux représenté, qui réalise une bonne partie de nos exportations vers l'Inde, essentiellement grâce à Airbus, mais aussi à tous les industriels du secteur de la défense qui ont eu des contrats majeurs et le porte-drapeau finalement de la technologie française en Inde, de l'investissement en Inde, de la technologie française, ça reste le Rafale qui a vraiment marqué les esprits ici et qui continue à le faire, à la fois sur l'ensemble de la population indienne, mais aussi en termes d'engagement industriel, de respect des délais sur des commandes importantes, de qualité du produit livré et des engagements pris par ailleurs pour développer une partie des industries de défense. Et je pense qu'on reparlera également de ce sujet des offsets tout à l'heure. Donc, il y a une forte présence dans ce secteur. C'est vrai que dans d'autres secteurs d'activité, c'est un peu plus difficile car les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure en termes d'accès au marché sont très fortes sur des activités d'agroalimentaire, par exemple, où c'est quasiment impossible si on n'est pas implanté sur le marché. C'est un marché tiré par une forte croissance. L'Inde a extrêmement bien rebondi après 2 vagues successives très douloureuses de la pandémie du Covid les 2 dernières années.
elle a bien rebondi. Les chiffres sur la croissance sont révisés régulièrement, mais comme un peu partout dans le monde, et l'Inde ne fait pas exception à ça, on est plutôt autour de 7% de croissance, qui reste quand même une des croissances les plus élevées au monde, avec un potentiel extrêmement intéressant, après Covid également, de repositionnement des chaînes de valeur, ce que les Indiens appelaient la China Plus One, pour que l'Inde puisse récupérer certaines productions essentielles pour l'industrie européenne et l'industrie française sur son territoire. Et là, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France est bien placée. On a à peu près 650-700 entreprises françaises en Inde, employant autour de 400 000 personnes, beaucoup dans la tech. La plus forte implantation française en Inde, c'est Capgemini. Et tous les industriels français présents en Inde ont des plans, quasiment tous, de développement de leur investissement, ce qui est aussi très encourageant de voir finalement que toutes ces sociétés, la plupart du CAC 40 est là, je crois qu'ils sont 37 sur les 40 ou 38 à être présents en Inde, tout le monde a des plans d'investissement, et quand on rencontre des chefs d'entreprise, qui sont souvent d'ailleurs les patrons de filiales des Indiens, les filiales sont souvent gérées par des Indiens ici en Inde. Tous sont confiants dans l'avenir de ce pays et tous investissent. Voilà. La grosse difficulté pour nous, c'est d'aider les exportateurs, PME en particulier, ou entreprises beaucoup plus petites, à pénétrer ce marché. On y arrive, on a quelques succès, y compris dans le secteur aéronautique et défense, mais il y a des obligations imposées par le gouvernement indien, y compris sur les marchés publics, pour avoir du contenu local. Et je crois que c'est un peu la clé du succès. Et depuis un an, on voit des ETI, de très belles ETI françaises, faire des acquisitions en Inde. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va se poursuivre, parce que finalement, pour démarrer rapidement sur ce marché, ça peut être un outil intéressant que de cibler une acquisition. Et là aussi, on est plusieurs institutions à pouvoir aider ce trend-là, avec du constat que je fais depuis 2 ans, de moins en moins de JV. Je crois que les JV ont été un peu à la mode à un certain temps, sauf peut-être pour les très gros industriels français, mais en termes de taille d'entreprise, je pense que les PME et les ETI privilégient aujourd'hui une implantation à 100% ou une acquisition. Voilà, c'est un peu une tendance, et ça explique aussi la difficulté parfois de traiter le partenaire industriel indien. Donc, il vaut mieux être aux commandes, laisser vos commandes à une équipe indienne, et profiter de cette croissance et de l'image qu'ont l'industrie. Parlait de Dassault tout à l'heure, mais Airbus est extrêmement présent ici en Inde, également avec des campagnes en cours extrêmement importantes, que ce soit sur les hélicoptères comme les avions civils ou militaires. Voilà, donc tout ça participe à cette forte présence française. Elle est stratégique pour le gouvernement français. Notre ministre des Affaires étrangères était la semaine dernière à Delhi et à Mumbai, Catherine Colonna. Elle a pu voir le Premier ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc on voit qu'il y a une position commune souvent, et on est content que les Indiens aient aussi un peu changé récemment de position vis-à-vis de ce qui se passe en Europe. Voilà, c'est un partenaire stratégique de la France. Il y en a 2 en Asie du Sud-Est, c'est le Vietnam et l'Inde, mais l'Inde a pris une importance considérable dans la politique française, dans l'Indo-Pacifique. Et je pense que ce mouvement insufflé par le président Macron participe aussi à une augmentation de la présence et l'intérêt des sociétés françaises pour ce pays. Voilà, on aimerait voir beaucoup plus de PME venir. Pour l'instant, ça peut être difficile. Je pense qu'il faut changer aussi. Peut-être que certains industriels le diront. Notre idée est aller au-delà des clichés qu'on peut avoir de l'Inde back-office du monde, ce qu'elle était pendant des années dans le secteur des technologies de l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherche et de développement qui se passe en Inde. On voit que beaucoup de grands groupes, y compris français, ont des incubateurs en Inde, s'intéressent aux startups indiennes. C'est vraiment un pays où il y a de la création. Et on peut trouver une centaine de licornes indiennes qui ont grossi très vite. Donc, il y a vraiment des compétences. Et je terminerai par là, en matière de talent. Moi, je suis assez halluciné par le nombre de talents qui viennent en France
et tous les groupes français ou même indiens implantés en France qui sourcent leurs talents en Inde, essentiellement sur les métiers informatiques et d'ingénieurs. On voit des lots de compétences qui viennent en France pour des séjours de 2 à 3 ans pour aider certains grands groupes français, mais pas uniquement, à remplir certains contrats, souvent dans la filière associée Airbus qui tire un peu tout ça, mais pas uniquement. Voilà, donc il y a des talents intéressants qui sont disponibles en Inde. Eric, merci pour ce point. Vous avez mentionné image de marque au début de votre intervention. Est-ce qu'on peut parler et développer un petit peu justement de cette image de marque? Qu'est-ce qui fait la force de la France aux yeux des Indiens? Vous avez parlé de qualité, vous avez parlé de respect des engagements. Est-ce qu'il y a des points qui sont vraiment cruciaux vis-à-vis de ces Indiens et des points sur lesquels il faut qu'on travaille, par exemple? Alors, il se trouve que la Chambre de commerce et l'Institut français ont fait une enquête récemment via Ipsos, un petit peu sur cette image. Je pense que l'image globale de la France, elle est, enfin, ils savent qui on est, ils savent où on est. Il y a un flot extrêmement dense actuellement, y compris dans le tourisme, de visiteurs indiens qui viennent sur les salons en France, qui apprécient notre pays, notre gastronomie, notre culture, etc. Donc l'image globale de la France, elle est extrêmement positive et encore une fois, elle est portée par tout le discours politique, les nombreuses visites d'État, le fait que le Premier ministre Modi ait été le premier chef d'État étranger à venir saluer le président Macron réélu au mois de mai dernier. Donc l'image globale, elle est assez forte et on sait qui on est. En revanche, beaucoup d'entreprises, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays françaises, ne sont pas vues comme des entreprises françaises. Je pense que la plupart des Indiens ne savent pas que Renault est français, que Citroën est français. Donc mais bon, j'ai constaté ça au Brésil aussi. C'est la volonté de ces grands groupes d'apparaître comme global et local, surtout dans le pays, de dire on est indien. Et je pense que ça, c'est le discours à tenir. On ne s'affiche pas trop comme français ou avec le drapeau français pour montrer qu'on respecte ses obligations de Make in India. Donc l'image, elle est positive. C'est un pays qui a besoin de technologie. J'ai vu, par exemple, alors ça vous concerne un peu moins, mais dans l'énergie, parce que c'est aussi l'autre secteur où la France est très présente ici grâce à Total, Engie et d'autres, et le nucléaire également. Les Indiens et le ministre de l'énergie indien nous dire voilà, on veut vos technologies, venez investir en Inde avec des technologies intéressantes dans les énergies renouvelables. De toute façon, le marché il sera de moins en moins accessible pour vos exportateurs. Et ça, on l'a vu dans le solaire, du jour au lendemain, ils ont augmenté les droits de douane de façon assez forte. Donc, produisez en Inde et puis, si possible, on viendra réexporter ce que vous fabriquez en Inde, on viendra le réexporter chez vous. Donc, il y a cette politique qui, voilà, ils savent qu'en France, il y a des technologies. Je prends un autre exemple de la pharmacie où c'est un pays de production de génériques. Ils savent qu'en France, il y a des spécialités et ils sont très intéressés d'ailleurs, et on le voit de plus en plus, à investir en France, à investir dans des startups françaises, à investir y compris dans des sociétés un peu plus grosses, des PME, des ETI de rang 2 ou 3 chez Airbus, pour prendre, je dirais pas, pour acquérir certaines technologies qu'ils n'ont pas. Et on a quelques success stories d'entreprises indiennes qui ont réussi à reprendre des entreprises françaises en difficulté, qui avaient de la technologie. Ils ont gardé les emplois en France. Je pense à un fournisseur de Dassault. Il a gardé les emplois en France, il a développé son business en France tout en développant ses affaires en Inde et il a donné un marché intéressant pour l'entreprise qu'il a rachetée en France. Donc voilà, et c'est ces synergies-là, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on parle du marché indien, mais nous, notre travail, c'est aussi de faire venir davantage d'investisseurs indiens en France. Et je pense que dans les filières aéronautiques et défense, il y a des coopérations industrielles à faire. On va avoir quelques annonces d'ici la fin de l'année importantes de prise de participation de sociétés indiennes dans certaines compagnies françaises du secteur aéronautique et défense. Voilà, et je pense que c'est un mix gagnant-gagnant, mais il y a un vrai besoin de technologie et c'est un peu leur leitmotiv. Le seul bémol dans tout ça, c'est la logistique. Pour être China plus one, c'est-à-dire
pour être l'alternative à la Chine en matière de supply chain, l'Inde a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de logistique. On voit beaucoup d'industriels qui font du sourcing en Inde avoir quand même des difficultés logistiques. Du coût de la logistique qui est devenu extrêmement cher et d'infrastructures qui ne sont pas au niveau sur la plupart du territoire indien. Donc, je veux dire, pour challenger la Chine là-dessus, il y a des gros efforts. Et d'ailleurs, le Premier ministre indien a lancé un plan logistique national il y a 2-3 jours, justement pour mettre le paquet et moderniser la logistique indienne pour pouvoir être le nouveau hub industriel mondial dans la région, dans cette région asiatique. Merci Eric. Ça, c'est un des gros points effectivement qu'il faut prendre en considération lorsque l'on fait de l'importation-exportation sur l'Inde. Vous avez mentionné les ressources. Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, nous avons de plus en plus d'étudiants indiens qui viennent dans les universités françaises. Moi, je donne des cours justement à MBA à l'université de Troyes, où j'ai le plaisir de travailler avec des étudiants indiens. Une étude mentionnait récemment que l'Inde avait plus de 200 millions de personnes qui sont qualifiées comme étant des hauts potentiels intellectuels. On atteint même des chiffres à près de 300 millions par endroit, ce qui correspond quand même à la population des États-Unis. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Les ressources sont disponibles. L'utilisation de la technologie, effectivement, ils sont friands et sont capables d'aider considérablement. Il n'y a pas que l'informatique, vous l'avez mentionné, Eric. Merci en tout cas pour cet éclairage. Et on aura l'occasion de parler de ces différents points avec nos prochains intervenants, en particulier sur peut-être des difficultés qui sont nées avec cette exportation-importation sur le marché indien à cause justement de la logistique, peut-être des différences culturelles aussi qu'il faut prendre en compte parce qu'il y en a énormément. Évidemment, c'est un pays qui a de fortes traditions. Un point que nous n'avons pas mentionné mais qui va rester important, c'est que le droit indien est basé sur le droit britannique. Corrigez-moi si bien sûr vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un gros avantage comparé par exemple à la Chine où là on a des habitudes qui diffèrent complètement de celles que nous connaissons et qui représentent souvent une barrière pour les entreprises françaises, en particulier pour les PME, PMI. Merci beaucoup Eric, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure avec vous sur les aides que peut apporter justement Business France et la France en règle générale aux entreprises qui veulent s'exporter. Je vais passer avec Michel Paskov. Je vous rappelle quand même, avant de passer avec Michel Paskov, que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez préparer vos questions. On aura l'occasion de toute façon de vous donner la parole à la fin. Si vous avez envie de poser des questions aussi par le chat, n'hésitez surtout pas. Alors Michel, Dassault, c'est pas une nouveauté l'Inde pour Dassault. Ça fait longtemps que vous êtes implémenté en Inde. Oui, Yann, bonjour Yann. Bonjour à tous. Merci à la Chambre de commerce de nous donner l'occasion de nous exprimer. Donc oui, Yann, vous avez raison, Dassault est présent en Inde depuis longtemps, très exactement depuis 1953. L'Inde a été le premier pays exportateur de Dassault à l'époque. On a vendu, c'était l'ouragan, qui s'appelle en Inde Tufani. Voilà. Donc c'est une longue histoire avec l'Inde, principalement dans le domaine de la défense, mais aussi l'aviation d'affaires. Alors, les Indiens ont acheté toutes nos générations d'avions et ils opèrent aujourd'hui toujours le Mirage 2000. Mirage 2000 qui a été acheté au milieu des années 80. Et ce Mirage 2000 a été modernisé récemment et il restera dans les forces indiennes encore sans doute au moins une trentaine d'années. Donc les Indiens utilisent nos avions et les utilisent très longtemps. Ça sera sans doute un des derniers utilisateurs du Mirage 2000. Maintenant, le Rafale, effectivement, ça a été un grand succès. Notre société a été très honorée en 2015 quand on a pu conclure ce contrat d'une première tranche, je dirais, de 36 avions. Les perspectives sont bonnes pour Dassault Aviation en Inde, tant pour l'armée de l'air, mais aussi de la marine. La marine a un vrai besoin d'avions de combat embarqués. Ils ont actuellement des MiG-29 vieillissants qui vont sortir bientôt de service. Ils ont récemment mis à la mer, rendu opérationnel un deuxième porte-avions. Donc, ils ont un vrai besoin d'avions marins. Et on est en concurrence avec le F-18 américain. Des essais ont eu lieu cette année et on attend bientôt une possible décision. Et on est assez, voilà,
On espère que les Indiens joueront la carte aussi d'une communalité avec ce qui a été retenu par l'Indian Air Force. Donc tout ça pour dire que l'Inde est un très grand marché pour nous et la société, dès le début, s'est très fortement investie dans une volonté de se localiser en Inde. Dassault, on est présent en France. Vous savez qu'on a une filiale aux États-Unis qui s'occupe de l'aviation d'affaires. Mais je dirais l'autre implantation importante dans le monde, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est pour effectivement tout ce qui est défense. Alors, c'est certain, vous avez évoqué le mot offset. L'Inde a mis en place depuis le milieu des années 2000 une politique de retour industriel en lien avec les marchés de défense en particulier, alors qui sont des offsets et qui maintenant peu à peu évoluent vers un Make in India et une volonté très forte de localiser, voire de totalement sourcer en Inde des matériels, on y reviendra. Alors, on a pris la chose très, très au sérieux, puisqu'effectivement, Dassault est implanté, autant on avait une filiale, on va dire, plus de représentation depuis des années, mais depuis 2016, on a mis en place une JV avec un partenaire en Inde. On est au milieu de l'Inde, dans l'état du Maharashtra, à Nagpur, et c'est une usine qui est, on a l'habitude de dire, c'est une usine Dassault, en fait. Elle est totalement au standard de notre société. C'est une usine qui est duale, c'est-à-dire elle produit à la fois en ce moment du Falcon 2000, mais aussi du Rafale. Elle a pour vocation de devenir une usine d'assemblage final, c'est-à-dire qu'à terme, et suivant les volontés du Premier ministre indien Modi, nous serons en mesure, alors sous réserve bien sûr du nombre d'avions qui nous seront commandés à venir, mais d'être capable de délivrer un avion Rafale depuis l'Inde. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu notre organisation, c'est un peu l'usine de Mérignac qu'on a actuellement, qui fait du Falcon et du Rafale. Et bien, à Nagpur, on vise clairement la même chose pour le marché indien. Sur le marché du Falcon, et j'insiste, c'est très important, on a mis en place une production sur place qui vise à pouvoir aussi faire un assemblage final de Falcon 2000 d'ici à 2 ans. Donc, tout ça pour insister sur l'importance à quel point notre société prend très au sérieux ce marché et sur du très long terme. Alors, on est là, mais le Rafale a été un catalyseur, je dirais, un peu pour forcer les investissements défense en Inde. À côté de nous, il y a le groupe Thales et Safran, qui sont des partenaires majeurs du groupe Rafale. Mais je voudrais surtout citer les multitudes de sociétés et certaines des PME ETI. Anne-Charlotte nous parlera de l'expérience d'Ametra bientôt. Nous, on a été très agréablement surpris de l'énergie qu'ont développé tout le tissu industriel, aéronautique et défense français pour accompagner le mouvement qui a été demandé. Alors, on a été très aidé, je dirais, par à la fois le GIFAS, qui est le groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial, qui a mobilisé ces services. Il y a eu des missions en Inde, notamment l'idée à l'époque par Éric Trappier, qui était le président du GIFAS en 2018, mais aussi les services de l'ambassade. Éric Fajol en a touché un mot. Business France a joué un rôle important pour en fait ouvrir et donner les clés du marché indien. Alors c'est sûr que les sociétés sont venues, le déclencheur a été un peu notre affaire sur le thème, accompagnez-nous, il y a des enjeux d'offset, il faut aller produire localement. Mais nous avons toujours eu un discours très clair vis-à-vis de ces partenaires, c'est n'allez pas en Inde pour votre affaire, mais profitez de cette affaire-là pour prendre position en Inde, pour vous développer. Parce que c'était le deuxième point que je voulais évoquer, l'Inde est un marché en tant que tel, notamment dans le secteur de la défense. L'Inde achète beaucoup, mais pour le Premier ministre Modi, achète trop à l'étranger. Et on voit depuis quelques années, et je dirais depuis 5-6 ans, progressivement se mettre en place de façon assez forte je dirais plus que des incitations, puisqu'il y a une réglementation qui se met en place et qui progressivement interdit l'importation d'un certain nombre de matériel, ce qui, ipso facto, va obliger
les entreprises qui souhaitent toujours commercer en Inde à être localisées en Inde. Alors, ça se fait étape par étape. Je dirais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. La tendance est là, c'est une tendance très lourde et elle doit clairement être saisie. C'est d'autant plus vrai qu'on fournit des équipements, des systèmes de taille intermédiaire. Aujourd'hui, l'Inde va définitivement sourcer localement un certain nombre d'équipements dans le domaine d'équipements de l'armée de terre, mais aussi de l'armée de l'air. Voilà. Donc, je dirais que pour l'industrie aéronautique, c'est un marché important. Il n'y a pas que ça. Vous savez très bien qu'on a vendu le Rafale dans beaucoup d'autres pays. Mais l'Inde a une particularité liée à cette localisation et être présent sur place. Alors, quoi dire sur la présence sur place? Je rejoins tout à fait ce que disait Eric Fajol. Les Indiens ne se contentent pas de produire, hein. Ce n'est pas du tout une Chine. Ils ont une capacité très forte de conception. Donc, nous, on utilise le champ complet depuis les activités d'engineering. Ils participent au développement à nos futurs produits au travers d'une entité qu'on a mis en place en Inde, un plateau de travail avec une dizaine de sociétés locales et qui marche très, très bien. On fait de la production et on fait ce qu'on appelle du soutien, c'est-à-dire l'accompagnement en service de nos produits. Donc, le champ complet est couvert. C'est vrai pour Dassault, c'est vrai pour Safran et Thales dans ce domaine-là. Alors, on a utilisé, alors c'est peut-être une clé d'implantation pour ceux qui souhaiteraient y aller, il y a le système de la JV. Alors, le système de la JV reste toujours un peu clé dans le domaine de la défense parce qu'on peut avoir des filiales à 100%, mais moyennant des cas un peu exceptionnels. La tendance, globalement, c'est une JV. Mais le conseil que je donnerais, c'est une JV où vous restez quand même aux manettes du point de vue sur le plan au moins technique, programmatique, etc. Même si la réglementation locale vous imposera d'avoir un directeur financier indien, un managing director indien, mais ils peuvent être en doublon avec quelqu'un de chez vous. Dans le secteur civil, ça a été totalement libéré, hein. On peut être maintenant à 100%, et donc un certain nombre de sociétés sont comme ça. Nos partenaires Safran ont annoncé récemment, au mois de juillet, le lancement de 2 filiales majeures à 100% dans le domaine des moteurs aéronautiques, donc civils et militaires en production, et de la maintenance pour les moteurs civils, en particulier compte tenu du dynamisme du marché intérieur indien pour l'aviation commerciale. Alors, mais au-delà de ça, il y a aussi des implantations qui se font en Inde au travers de partenariats technologiques. C'est-à-dire que, y compris nous, on est très fortement lié à un certain nombre de sociétés sans pour autant être au capital. On a noué des partenariats technologiques qui font qu'on leur transfère une certaine technologie en échange d'un partenariat sérieux commercial. Et donc, je dirais, la JV, la filiale, n'est pas forcément la seule façon d'y aller. Alors, on est en Inde au travers de cette présence-là, des partenaires français qui nous ont accompagnés et toute une supply chain indienne qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des partenaires, je dirais, particulièrement fiables. On est très, très, très heureux de la qualité de ce qui est produit en Inde, hein. Alors, c'est un long parcours pour mettre en route, mais ensuite, on est très satisfait, et notamment la motivation très forte je dirais, du monde du compagnonnage, les compagnons qui travaillent dans nos usines. Notre président, des fois, je veux dire, s'amuse à voir à quel point il pourrait y avoir un fossé qui se crée entre la France et l'Inde, hein. Les Indiens sont ultra motivés pour travailler sur nos produits. On a un taux de turnover très faible et ils frappent à la porte. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur un sujet important qui est la formation. On a été amené en Inde à mettre en place des cursus de formation aéronautique parce qu'on n'a pas trouvé les compétences qui allaient bien. C'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire de base, un savoir-faire technique, scientifique, mais il a fallu le transformer pour en faire un savoir-faire de personnes capables de travailler sur avion. Et donc, on a mis en place avec des organismes locaux, en lien avec le ministère des Skills and
Development, des formations diplômantes permettant, je dirais, d'embaucher des personnes au niveau qui va bien, mais ces personnes pouvant aussi alimenter le reste de l'industrie. Voilà. Vous m'aviez demandé un petit mot sur les enjeux et les challenges. C'est sûr que l'Inde, il faut être prêt sur du long terme. On ne s'y installe pas comme ça. Il faut avoir, on l'a dit, une vision d'un vrai marché, mais il faut être prêt à affronter un certain nombre d'arcanes administratives. Ça prend un certain temps. Des choses ont vraiment évolué fortement, ont été simplifiées. Je pense au système des taxes. Peut-être Eric Fajon en touchera un mot. L'uniformisation de la GST indienne a été un gros plus. Aujourd'hui, vous avez des outils, y compris des outils fiscaux avec des SEZ où vous pouvez vous implanter et qui, je dirais, permettent dès le départ d'éviter un poste de taxation. Donc, c'est quand même intéressant. Mais il y a des points améliorés et je rejoins ça. La logistique. L'Inde n'est pas toujours très bien placée entre la Chine et l'Europe dans un marché. Je dirais que les conteneurs passent devant la Chine pleins et on a du mal à trouver de la place sur nos produits parfois. Et on en vient un peu à une aberration. On fait du transport aérien quand les délais deviennent tendus. Donc là, il y a un vrai petit sujet. Alors, des choses se mettent en place, la fameuse autoroute entre Delhi, Uttar Pradesh et Mumbai. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et quand vous faites en Inde et que vous rapatriez, comme nous on le fait pour certaines parties sur une scène d'assemblage en France, le temps est vraiment à considérer dans la chaîne globale. Et puis, dernier point, les Indiens sont des négociateurs nés. Tout Indien fait du business. Tout Indien veut toujours négocier quelque chose. Donc, préparez-vous à des négociations longues, pas toujours faciles, mais nos partenaires indiens, à un moment, finissent par trouver un accord. Donc, il faut être persévérant. Et quand l'accord est là, et je voudrais terminer là-dessus, en Inde, nos partenaires indiens payent bien. C'est-à-dire que lorsqu'on leur vend, il n'y a pas de problème de récupérer, voilà, en particulier avec l'État indien, on n'a pas de souci de ce côté-là, ni les grands partenaires. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour une entreprise qui se localise sur place. Voilà. Michel Paskov, merci pour cet éclairage. Moi, j'ai deux questions. Une première, c'est sur le respect des procédures. On a souvent avec des pays, et en particulier avec des pays considérés comme low cost, des problèmes d'interprétation de cahier des charges, des problèmes d'interprétation de procédures. Vous n'avez pas, à première vue, ce problème-là en Inde. Les choses sont claires et tout s'applique comme il est demandé, ou alors il y a effectivement un accompagnement à faire. Alors, bon, d'abord, Eric, je ferai un commentaire. Moi, je ne dirais pas que l'Inde est un pays low cost. Hein. Non, c'est un pays, le low cost, c'est ailleurs. Donc, l'Inde est compétitive, mais ce n'est pas un pays low cost. Ceci dit, sur le respect des normes, etc., alors nous, vous savez, dans notre secteur aéronautique défense, on ne peut pas déroger à ça. Et donc, aujourd'hui, alors, ça a pris un certain temps, mais effectivement, ce qui est fait dans nos usines rentre intégralement dans le process de certification et de qualification que l'on a. Il faut, je dirais, je reviendrai à ce que j'ai évoqué. Je pense que tout est aussi dans la formation du personnel que vous recrutez. D'où nous le fait qu'on avait on a mis en place à Nagpur un parcours très, très particulier. Mais je dirais qu'une fois que les choses sont claires, on n'a pas rencontré de difficultés particulières dans ce domaine-là. Et on a même vu parfois, au contraire, des améliorations et ils nous ont aidés à être meilleurs dans certains domaines. En termes de propriété intellectuelle, l'Inde, c'est sûr, on va dire qu'il n'y a pas d'interprétation non plus là des contrats. La confidentialité est respectée. C'est une des forces aussi de l'Inde. Alors, dans le domaine alors, nous, notre cas est un peu particulier, c'est un peu compliqué de copier nos produits comme ça. Donc, on est un peu à l'abri. Mais oui, alors, la confidentialité, oui, elle est respectée, mais il faut savoir que c'est un pays où les médias sont très forts et arrivent des fois à récupérer des choses qui sortent dans la presse.
Voilà. Donc, je dirais que la confidentialité, oui, jusqu'à dans une certaine mesure. Voilà. Donc, il faut être prudent. Nous, on est sur un produit qui est sensible et donc on fait très attention à ça. Moi, je pensais en particulier au problème de copie de pièces et des choses comme ça qu'on peut avoir effectivement dans des pays low cost. Et vous faites bien de le mentionner, l'Inde ne peut pas être considérée comme un pays low cost. On aura l'occasion d'en revenir parce qu'il y avait une question justement à ce sujet. Merci beaucoup, Michel Paskov. Alors moi, Anne-Charlotte Fredenucci, rebonjour. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi Ametra est allé s'installer en Inde. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller en Inde et attaquer ce marché qui n'est pas forcément une évidence comme on a pu le voir? Je pourrais vous dire la richesse de la culture, la cuisine, mais soyons un peu sérieux. Outre le plaisir que j'ai toujours à voyager dans ce pays, la première motivation que le groupe Ametra a eue à s'implanter en Inde, c'est suivre ses grands clients, Dassault, Safran, MBDA, Thales. Michel Paskov l'a rappelé à l'instant, dans le sillage de Dassault, compte tenu des obligations d'acheter localement en Inde du fait du contrat Rafale, mais d'autres contrats précédemment, le contrat de maintenance Mirage 2000, etc., compte tenu de ces obligations d'acheter localement, tous nos grands clients français nous ont dit, si vous vous implantez en Inde, non seulement nous vous achèterons les produits que vous fabriquez en Inde, mais vous bénéficierez d'une position bien meilleure vis-à-vis de nous en France. Donc, il y a un double effet positif à s'implanter en Inde aux yeux de ces grands clients de l'aéronautique et de la défense qui ont besoin d'amener avec eux une supply chain indienne. C'est ce gain d'affaires en Inde, mais également ce gain de référencement en France, puisque beaucoup de clients mettent en condition sine qua non une implantation en Inde, puisqu'ils ont besoin d'y être accompagnés. Bien sûr. Alors, il y a forcément des difficultés quand on va sur ces pays. À quoi avez-vous dû faire face, en fait? Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème plus économique? Qu'est-ce que vous avez, vous, je dirais, vécu? Alors, je suis partie du principe que comme je ne connaissais rien à l'Inde, il fallait que je me fasse aider, il fallait que je me fasse appuyer. Michel Paskov a rappelé tout à l'heure le voyage organisé par le GIFAS en avril ou mai 2018, je crois. Ametra y a participé, mais nous nous sommes également appuyés sur un cabinet de conseil qui nous a aidés à sélectionner la bonne société industrielle indienne. Donc, désolé Eric Fajol, à l'époque, ça n'était pas Business France, mais Business France fait très bien ce type d'opération. C'était un cabinet qui s'appelait Achat Consulting, mais il en existe un certain nombre. Et puis, nous nous sommes fait ensuite accompagner, une fois que nous avions sélectionné ce partenaire indien, nous nous sommes fait accompagner dans la négociation pour établir l'ensemble de la documentation, pour établir les bases de ce partenariat avec notre industriel indien. Nous nous sommes fait accompagner par un cabinet qui s'appelle Relecom Partners. Je crois qu'il y a un représentant qui est présent d'ailleurs actuellement à ce webinaire. Et donc, c'est comme ça que nous avons traité les difficultés, si vous voulez. On est parti du principe qu'on ne pouvait pas nous-mêmes connaître l'exhaustivité des difficultés que nous allions rencontrer et qu'il fallait s'appuyer sur un certain nombre de personnes qui connaissaient mieux que nous ce marché. Et j'ajouterais aussi que nous avons fait le tour de nos grands clients. Michel, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Je suis venue vous voir à Saint-Cloud en vous disant, voilà, on envisage de s'implanter en Inde. Quels sont vos conseils? Quel est votre retour d'expérience? Et j'ai fait la même chose avec Thales, avec Safran, avec MBDA. Et les grands clients aéro-défense sont vraiment motivés pour que nous nous implantions, nous, chaîne d'approvisionnement, supply chain en Inde. Et donc, il y a aussi de nombreuses ressources qui sont à la disposition des PME ETI qui souhaitent demander de l'aide à leurs grands clients. Anne-Charlotte, en termes de management, alors justement, quand on part s'installer, quand on part s'implémenter là-bas, on doit penser à des expatriés, on doit penser à de nombreux voyages. Votre position à vous? Alors, notre position à nous, ça a été d'abord de chercher un partenaire indien sur place. Je pense qu'il faut rappeler ce point-là avant de dire que nous souhaitions avoir des Français sur place. Il faut rappeler pourquoi, à notre sens, ETI industriel, c'était important d'avoir un partenaire indien. Bien sûr, il y a cette facilité à être offset éligible, si je puis dire, comme l'a rappelé Michel Paskov tout à l'heure. Soit on arrive à faire passer un dossier pour expliquer qu'en tant que société industrielle française, on a besoin d'être 100% français parce qu'on a une technologie très précise et dans ces cas-là, on est éligible aux offsets. Mais ce que font la plupart des industriels, c'est quand même de s'associer avec une société indienne qui possède 51% du capital. Donc nous souhaitions absolument, pour cette raison-là, nous associer à un Indien, mais nous souhaitions également
pour des raisons je dirais, de facilité industrielle, de facilité administrative, trouver le bon partenaire. Donc, nous avons cherché ce partenaire en nous basant sur des critères comme, bien sûr, l'excellence industrielle de ce partenaire, mais aussi sa capacité à exporter, à travailler avec des Occidentaux, parce que vous avez souligné tout à l'heure les écarts culturels. Si on travaille avec une société indienne qui n'a jamais travaillé avec une société française, américaine, anglaise, on va vers davantage de difficultés. Donc, nous avons sélectionné ce partenaire indien. C'était pour nous indispensable. Comprendre les labyrinthes des douanes indiennes, par exemple, moi, je ne sais pas faire, donc je m'appuie sur mon partenaire indien pour faire ça, et tant mieux. Et compte tenu du fait que nous voulions absolument un partenaire indien, nous voulions aussi absolument une présence française en Inde. Parce qu'une JV, ça doit être équilibré. En tout cas, c'était notre point de vue entre les deux partenaires. Donc, on a envoyé dès le début 2 expatriés français qui connaissaient le groupe Ametra depuis très longtemps. Et ces 2 expatriés, qui avaient une expérience essentiellement industrielle, terrain, on va dire, ont travaillé avec l'équipe indienne qui a été, dans un premier temps, déléguée par notre partenaire indien sur place. Et en plus de ces 2 expatriés, nous avons fait beaucoup de voyages sur place. Alors je dis nous, ça n'est pas seulement moi. Moi, j'ai eu un rôle, évidemment, en tant qu'actionnaire, en tant que présidente, j'ai eu un rôle prédominant dans toute la partie avant la signature de la JV. Mais une fois que nous avions posé toutes les bases, c'est plutôt le responsable industriel, le responsable des achats, le directeur général, les personnes qui mettaient en place sur le terrain la JV, qui ont fait des allers-retours. Je considère quand même, quand on a un partenaire indien, que les calls, les visios, c'est bien, mais se voir de temps en temps, là, je rentre d'Inde, après avoir passé 2 jours avec ce partenaire, se voir, c'est indispensable. C'est là qu'on prend le temps de poser le plan à 3 ans, de se reposer les questions stratégiques. Voilà, il faut prévoir des voyages. Ça. Et puis, il faut préciser aussi que le langage non verbal a une importance capitale dans ces pays-là, en particulier l'Inde. Il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard, par tout un tas aussi d'environnements, par l'ambiance qu'il peut y avoir. Et c'est très important de vivre le pays. Alors, on va parler culture, justement. J'ai envie de vous poser, Anne-Charlotte, une question. Quelle est la position de la femme, justement, dans l'entreprise en Inde? Vous avez été reçue à bras ouverts? Oui, absolument. Moi, j'ai été très bien accueillie par toutes les entreprises que j'ai visitées pour établir ce partenariat. Je crois qu'Éric Fajol le rappelait, c'était pas forcément en tant que femme, mais c'était en tant que Française que j'ai été accueillie. Ouais. Et la France a une image de qualité, de technologie. Et ça a forcément facilité les visites que j'ai faites, puisque je ne l'ai pas précisé, mais avant de commencer à négocier avec 3 partenaires différents, puis de signer avec un partenaire, j'ai visité une douzaine de sociétés indiennes. Ouais. Et à chaque fois, j'ai été très bien accueillie. Quand on s'adresse aux managers de ces sociétés indiennes, on parle souvent à des personnes qui ont voyagé, qui ont étudié à l'étranger éventuellement, qui ont parfois travaillé à l'étranger. Et donc, eux-mêmes font un pas vers nous. Et la différence culturelle se rétrécit du fait que nous tentons de faire un pas vers eux et eux tentent de faire un pas vers nous. Spécifiquement sur la place de la femme en Inde, on pourrait en dire beaucoup et ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire. Disons simplement tout à fait. en tant que Française sur place, oui, je vois des différences sur la position de la femme en Inde versus la position de la femme en France. Mais moi, en tant que Française sur place, ça n'a jamais créé la moindre difficulté. Je ne me suis jamais sentie en insécurité. Je ne me suis jamais sentie prise de haut par un interlocuteur indien. J'ajouterai un mot sur Pardon, je voulais dire un mot sur les différences culturelles quand même, pour inviter les sociétés qui pensent à s'implanter en Inde, les inviter à former leurs managers aux différences culturelles. Nous avons fait une journée de sensibilisation aux différences culturelles avec notre management en France et ça a été extrêmement positif. Les Français critiquent souvent les Indiens en disant ils nous disent oui et puis ils font rien derrière. Non, c'est pas qu'ils ne font rien derrière, c'est que leur oui est un oui d'écoute. Oui, je vous ai entendu. Mais quand un Indien a dit oui, au sens où nous, Français, penserions que c'est un engagement, ce n'est pas un engagement, c'est une reconnaissance d'écoute. Donc voilà, ce sont des différences culturelles qu'il faut prendre en compte. Et une fois qu'on a compris que nous travaillons avec des codes différents et qu'on sait s'adapter aux codes des interlocuteurs en face, les choses deviennent beaucoup plus faciles.
L'ouverture d'esprit est effectivement capitale et elle permet de faire de nombreuses choses et ça permet d'avancer. La preuve, c'est que vous avez réussi votre implémentation. Vous n'êtes pas les seuls et c'est génial. Merci beaucoup à Anne-Charlotte pour ce témoignage. On va avoir l'occasion de reparler tous ensemble, bien sûr. Moi, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est justement la question à ceux qui sont présents sur ce webinaire et qu'on remercie encore une fois. Y a-t-il des questions justement par rapport à cette implémentation en Chine, par rapport à cette aventure en Chine, pardon, en Inde, par rapport à cette aventure que l'on peut tenter au niveau marché. Avez-vous des questions de votre côté? Moi, j'en ai déjà eu quelques-unes qui sont arrivées sur mon ordinateur, mais je vous laisse la parole. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas, messieurs, dames. Alors, s'il n'y en a pas qui arrivent directement, moi, j'en vois déjà sur mon appareil. On a parlé le temps. Le temps est un argument dans la négociation avec les Indiens, comme il peut l'être justement avec les Chinois. C'est pour ça que je vous parlais de la Chine en même temps que je lisais mes papiers. Quelle est l'importance du temps, Eric, Michel ou Anne-Charlotte, dans la négociation? Qui peut répondre? Vous voulez prendre? Je vais répondre très rapidement. Je dirais qu'il faut être persévérant. Voilà. Le temps indien n'est pas le temps qu'on souhaite, parfois. Voilà. Et ce que dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre PDG Éric Trappier qui connaît bien l'Inde. Voilà, la clé, c'est la persévérance. Il faut être là, il faut être au contact, il faut les voir. Et la décision, la conclusion n'arrive pas forcément au moment où on s'y attend. Anne-Charlotte, vous voulez rajouter quelque chose? Et moi, je dirais quand même un mot positif sur le sujet. J'ai rencontré mes partenaires indiens pour la première fois fin avril 2018. En septembre, on a signé notre premier document posant les bases de notre partenariat. Et en décembre, la JV était créée. En janvier, les premières équipes démarraient. Et quelques mois plus tard, avril, je crois, 2019, on livrait nos premiers produits. Donc, il s'est passé 1 an entre la première rencontre et la livraison des premiers produits. Je me souviens que beaucoup d'interlocuteurs dans les grands groupes, quand j'ai annoncé qu'en 1 an, j'allais fabriquer en Inde, m'ont dit non, pas possible. Évidemment, quand Dassault Aviation négocie un contrat d'une telle ampleur, d'une telle ambition, on n'est pas du tout sur le même schéma temps. Nous qui sommes une ETI, on a rencontré une autre ETI, Ametra, c'est 750 collaborateurs, Newcon Aerospace, c'est 500 collaborateurs. Je négociais directement avec les actionnaires, les choses se sont faites très vite. Donc, on peut aussi rencontrer des Indiens qui ont une culture du temps plus proche de la nôtre. Bien sûr. Alors, je dirais peut-être sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est une vraie question pour surtout des entreprises de taille moyenne. Il y a peut-être un mélange des deux finalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des décisions dans un espace-temps qui ne correspond pas du tout à ce qu'on aurait imaginé, donc qui peuvent être très longues. En revanche, une fois qu'ils ont décidé, là, ils ne vous laissent plus le temps pour réagir. Alors, ce qui veut dire, en d'autres termes, que c'est presque, on se met, quand un Indien a décidé de faire quelque chose avec vous, d'acheter tel ou tel produit, il faut être sûr de pouvoir le fournir le mois qui suit. Hein, et l'Indien se met en mode harcèlement, on le voit sur plein de sujets ici, parce que quand il fait affaire avec vous, il n'y a plus de délai possible. Donc voilà, donc il faut arriver à gérer ce temps long de la décision. Et une fois que la décision est prise, faire comprendre que côté français, on a aussi des délais dans la production. Et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé et que dans l'accompagnement qu'on fait, on vérifie que les sociétés soient bien préparées, que le produit soit disponible, parce que ça peut créer des frustrations après si on n'arrive pas à livrer aussi rapidement que le partenaire indien l'aurait pensé. J'ai une question qui vient d'arriver pour Anne-Charlotte. Vous êtes chef d'entreprise, vous dites à un moment donné, on va en Inde, on y va, on va travailler de telle façon. Comment on embarque les collaborateurs dans cette aventure? C'est difficile, il y a un mouvement de fond, tout le monde suit. Bien sûr, c'est la personnalité ou de la chef d'entreprise qui va prévaloir. Comment ça se passe en interne? Alors, de mon côté, je n'ai eu vraiment aucune difficulté à embarquer l'équipe. D'abord, nous étions déjà pour notre branche intégration, notre branche fabrication, implantés dans un pays, je ne dirais pas low cost, mais best cost, je préfère cette expression, à savoir la Tunisie.
Et lorsque nous nous étions implantés en Tunisie sur la base d'un gros contrat avec Dassault Aviation, d'ailleurs, c'était pour les îlots des commandes de vol du 7X, lorsque nous nous étions implantés en Tunisie, comme c'était un nouveau contrat, nous avions créé des emplois en Tunisie, mais nous avions également créé des emplois en France de support, d'industrialisation, d'achat, etc. Et donc, nous sommes allés voir les équipes en leur disant, écoutez, on va refaire le même modèle gagnant-gagnant. Ça va être gagnant pour les Indiens, mais vous allez voir, ça va être gagnant pour les Français. On ne va pas délocaliser des emplois. On va créer des emplois en Inde et on va créer des emplois en France en lien avec ces emplois indiens. Ça, c'était un point extrêmement important pour embarquer les équipes de l'atelier, les équipes au-delà du management. Quant au management, ils ont très vite compris la position privilégiée que cette implantation en Inde nous donnerait aux yeux de nos grands clients. Je l'évoquais tout à l'heure. Non seulement on a gagné des affaires en Inde, mais on a gagné des affaires en France aussi. Et ça, c'est quand même ce qui compte pour le management français, de voir qu'on développe le groupe Ametra pour la partie française de par cette création d'implantation indienne. Donc nous, aucune difficulté à embarquer tout le monde et la journée de sensibilisation à la culture indienne avec le déjeuner indien au milieu de la journée a été la cerise sur le gâteau pour finir d'embarquer toute l'équipe d'Ametra. On a une question qui est également tombée en termes de sécurité qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit aussi de sécurité physique. L'Inde n'est pas un problème. On peut aller en Inde, les services médicaux sont là. Enfin, je veux dire, c'est pas un pays qui pourrait avoir l'image qu'il avait il y a très longtemps de ça, comme étant un pays entre guillemets en voie de développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent de faire un travail avec sérénité. Je vais peut-être demander à Eric qui est sur place, qui va pouvoir nous répondre là-dessus. Normalement, je suis sur place et j'ai eu l'occasion de visiter à titre personnel un hôpital indien au mois de juillet et d'y être opéré pour quelque chose d'assez urgent. Je dois dire que la qualité est là. Ils ont un réseau d'hôpitaux internationaux pour la clientèle expatriée et indienne aisée de très grande qualité, il n'y a pas photo, il y a de très grands chirurgiens en Inde, les services sont impeccables, il vaut mieux avoir une bonne assurance parce que forcément ce n'est pas le prix indien que vous allez payer, donc il vaut mieux être couvert par une bonne assistance, et en termes effectivement de sécurité, y compris sanitaire, etc., je pense que l'Inde a beaucoup évolué ces dernières années. On le voit sur les populations expatriées, donc comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des expatriés dans les sociétés filiales françaises ici, mais quand même la tendance, elle est quand même à faire gérer son business par des Indiens. C'est la majorité. L'expérience que je vous partage, c'est pas uniquement le secteur défense. Hein. Nous, on a une vision globale de tous les secteurs d'activité. Donc, on a aussi un programme de VIE où on envoie des jeunes un peu partout en Inde dans les filiales françaises. Il vaut mieux quand même qu'ils aient déjà eu une petite expérience, qu'ils connaissent l'Inde, ne pas envoyer quelqu'un tout de suite sans qu'il y ait eu même un voyage touristique, parce qu'on arrive quand même dans un autre monde. Et la plus grosse difficulté, je pense que ça reste quand même New Delhi, où le niveau de pollution est quand même assez dur à vivre quand on vit comme nous à Delhi pendant les 3-4 mois d'hiver. Ce n'est pas le cas sur les autres villes indiennes. Voilà, donc pour les familles, les enfants en particulier, il y a des hésitations sur le personnel expatrié, mais globalement, le système sanitaire est sécuritaire. Enfin, c'est comme tout le reste de l'Asie. Ouais. J'étais en poste au Brésil ou en Afrique du Sud. Enfin, il n'y a pas du tout le même niveau d'insécurité que dans ces pays-là. Donc, c'est un pays très safe et je suis assez d'accord avec ce que disait Anne-Charlotte, y compris avec cette vision aussi sur la sécurité de la femme. On a des VIE, des jeunes filles françaises de 25 ans qui sont sur le territoire indien. Elles ne se sentent pas en insécurité du tout. Merci Eric. Alors on a une question de Monsieur Frédéric Malray. Bonjour Monsieur Malray. Alors je vous laisse prendre la parole et poser la question à nos experts. Bonjour à tous et merci à tous les intervenants et intervenantes pour ce séminaire et la vision que vous avez redonnée de l'implantation des activités aéronautiques et défense en Inde. J'avais une question par rapport à Anne-Charlotte Fredenucci et le positionnement d'Ametra qui a cette double figure, d'une part d'ingénierie et d'autre part de réalisation opérationnelle, de câblage et d'assemblage d'éléments électromécaniques. Est-ce que vous utilisez l'Inde dans les deux volets de cette proposition
propositions de valeur, telles que le rappelait Michel Paskov, à savoir l'ingénierie et également la production et le soutien, ou est-ce que, et on se connaît un petit peu, donc je sais que vous aviez monté votre JV plutôt sur l'aspect opérationnel, câblage et autres, donc c'était connaître un petit peu le déroulement de votre aventure indienne et de ce que vous aviez pu en retirer peut-être. Oui. Oui, bonjour Frédéric. Très bonne question. On voit que vous connaissez bien Avetra. Effectivement, l'objectif était de démarrer sur un simple business model de fabrication. Mais dès 2020, je crois, nous avons fait intervenir nos ingénieurs de la JV en ingénierie de détail, on va dire, dans un premier niveau d'ingénierie. Et notre plan à long terme, c'est quand même de faire monter de l'ingénierie dans notre JV. Plus globalement, si je puis dire, on démarre avec de la fabrication de produits simples, puis on avance vers des produits de plus en plus compliqués, jusqu'à, on l'espère, un jour fabriquer l'îlot des commandes de vol du Rafale que nous fabriquons aujourd'hui en France et en Tunisie. On espère, Michel Paskov, lorsque le volume, comme vous l'avez dit, sera suffisant pour qu'on se mette tous à fabriquer du Rafale en Inde, on espère le fabriquer en Inde. Et ça, c'est un très beau produit avec 7000 points de connexion. Enfin, ça sera vraiment la preuve que la JV est arrivée à un niveau de maîtrise technique très élevé. Donc c'est le plan, Alors, Frédéric, on y va. Merci. Alors, on a une question également de Ranjit Krishna. Bonjour, monsieur Krishna. Alors, vous pouvez prendre la parole, effectivement, pour poser votre question. Oui, bonjour. Merci pour tous vos témoignages ce matin. J'ai une question. Voilà, quand on parle de le secteur défense, c'est un secteur sensible. Et est-ce qu'il y a des restrictions sur l'exportation des technologies? Et je vous donne un exemple concret. Il y a souvent des appels d'offres auprès des États membres de l'OTAN, des sociétés privées, mais qui alimentent ces États membres. Et ils vont obtenir de la technologie à l'étranger. Et voilà, l'Inde, qui n'est pas un État membre de l'OTAN, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a une sensibilité à suivre? Alors, qui peut prendre la parole sur ce point? Peut-être monsieur Paskov ou monsieur Fajol? Bonjour. Sur ce point particulier, en fait, je ne saurais pas vous dire pour un appel d'offres autant. Par contre, la seule chose que l'on peut dire, c'est que les exportations de matériel de défense, que ce soit l'Inde, c'est-à-dire quand vous êtes Inde et vous exportez, ou qu'on soit en France ou ailleurs et qu'on exporte, elles sont soumises à des autorisations d'exportation par des commissions. En France, il y a une commission interministérielle qui décide ce qui peut être exporté et où. Je dirais que le secteur défense est un secteur en dérogation permanente d'interdiction d'exportation. En fait, voilà, par principe, on ne peut pas exporter, il faut demander une autorisation implicite. Alors, vous parlez provenant d'Inde, c'est une bonne question. Nous, lorsque l'on fait fabriquer en Inde un certain nombre d'équipements et qu'on les importe en France, notre partenaire indien assure ces déclarations et le fait d'être aligné avec la réglementation indienne. Voilà. Est-ce que ça consiste aussi les logiciels? Parce que là, on parle de cybersécurité, des enjeux beaucoup plus larges. Donc, c'est plus complexe que les matériaux des composants. Donc, est-ce que ça supporte aussi la partie logicielle? Là, je ne suis pas assez compétent. Peut-être qu'Anne-Charlotte saurait dire. Oui, moi je peux vous le dire parce que chez Ametra, nous demandons à la DGA des autorisations d'exporter et dans notre JV, Newcon Ametra, nous demandons des autorisations d'exporter de l'Inde vers d'autres pays. Et donc je peux vous répondre, les licences à l'exportation sur les matériels de défense doivent être sollicitées, y compris lorsque les biens sont immatériels. Ça peut être des dessins sur ordinateur, ça peut être des licences informatiques. Il faut demander une autorisation pour ça également. Ok, merci. Alors, nous allons avoir une dernière question de monsieur Tony Cana. Bonjour, monsieur Cana. Donc, eh bien, je vous laisse prendre le micro et poser la question à nos intervenants. Alors, si vous pouvez enlever, par contre, le mute de votre micro. Allô, vous m'entendez? Voilà, impeccable. Oui, très bien. Merci pour cette invitation. Donc, après avoir travaillé 16 ans à la SNECMA, j'ai travaillé 25 ans dans une société à Angers qui s'appelle Artus, et pour laquelle j'avais en charge le développement de l'Inde. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans. Je voulais simplement confirmer tout ce qui a été dit
est vrai et ça me fait sourire en effet. Donc, cependant, quelques petits conseils. Il faut vraiment accompagner nos ingénieurs qui partiront, ne pas les laisser seuls partir pour la première fois. Je dirais que le client indien est fidèle et que si on fait correctement notre travail, donc non seulement il nous conserve, mais il nous ouvre encore d'autres portes. Et quelle joie de voir nos interlocuteurs indiens au réfectoire du restaurant d'entreprise, voir que les Français mangent comme eux et non pas avoir des coca et je dirais des hamburgers comme nourriture. Cependant, je voudrais simplement appuyer sur un point. Monsieur Paskov a dit que l'Indien payait bien, ce qui est vrai, mais cependant, le temps est vraiment très complexe, puisque si vous mettez beaucoup de temps je dirais, à obtenir donc un contrat, ensuite, le règlement de la transaction commerciale peut être perturbé par les événements politiques. Et je ne citerai simplement qu'il y a 2 ans, BNP a blacklisté Larsen & Toubro au niveau du département commercial, et je dis que ça peut être perturbant dans la vie d'une entreprise après avoir fait maintes efforts d'avoir à subir ces problèmes-là qui sont extrêmement complexes. Donc, ma question est la suivante. Comment peut-on, je dirais, s'affranchir de ces choses-là? Alors, qui peut répondre à cette question fort intéressante et à la réponse ô combien complexe, souvent? Alors là, je peux peut-être donner cette vision globale. Hein. Sur l'Inde, on a très peu de recours de la part des entreprises. Et ça, on est un peu le baromètre hein, dans un bureau de Business France, parce que s'il y a un problème de non-paiement, on est quand même assez vite sollicité pour intervenir. Donc, depuis que je suis ici, j'ai plutôt été sollicité dans l'autre sens, c'est-à-dire des Indiens qui fournissent des Français et qui ne se font pas payer et qui nous demandent d'intervenir. Là, on ne bouge pas, bien évidemment. Mais dans l'autre sens, de la France vers l'Inde, il y a plutôt une expérience positive et je rejoins assez ce qu'a dit Michel Paskov sur le fait que les Indiens payent. Effectivement, après, ça peut être relativement long pour vous couvrir. Mais là encore, comme le risque, il n'est pas si élevé que ça, après, il y a tout le dispositif BPI France de couverture que vous pouvez avoir sur vos contrats en Inde et en local également. Donc, nous, on a un accord avec Kotak Bank, qui est la deuxième ou troisième banque la plus implantée ici en Inde. C'est une banque indienne. Voilà, ils ont aussi des solutions pour du business entre une filiale française ici et, puisque c'est une banque de détail, et des clients indiens. Donc, il y a toutes les facilités, je dirais, modernes pour se couvrir sur le marché indien. Mais honnêtement, on ne voit pas beaucoup de cas de sociétés françaises qui aient des contentieux à ce niveau-là. Merci. Alors, Eric, mot de la fin, certainement. Donc, on a eu vraiment un panorama et on pourrait encore en parler des heures parce que c'est tellement passionnant. Et je vous remercie d'ailleurs à tous pour votre participation et cette interaction. Eric, le mot de la fin, on va en Inde, on y va accompagner. Il y a des structures d'accompagnement. Il y a une volonté de notre État d'accompagner les entreprises françaises. Il n'y a aucune raison de freiner. On y va. Je crois qu'il faut y aller. C'est vraiment ce qu'a dit le président de la République quand il est venu ici. C'est que l'Inde devait être notre premier partenaire et qu'on devait être le premier partenaire européen de l'Inde. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais la tendance est plutôt bonne. Donc, il y a la volonté politique, il y a déjà une forte présence, je l'ai dit. Il y a beaucoup d'opérateurs et sur l'accompagnement, vu la remarque d'Anne-Charlotte, il n'y a pas que Business France, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé la Team France Export, pour embarquer à la fois les chambres de commerce qui font aussi et qui ont des solutions d'hébergement et de conseil sur place, mais également des consultants privés avec lesquels on travaille. On en a référencé 8 en Inde, et ça on peut le partager avec vous, de sociétés de conseil en fonction de l'étape de développement que vous avez sur le marché indien pour vous accompagner de la prospection jusqu'à la création de filiales ou encore une fois l'acquisition, parce que je pense que l'acquisition est aussi quelque chose à regarder qui peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez tout le dispositif que l'État a mis en place en post-Covid de plan de relance des exportations, en particulier les chèques de relance export quand vous prospectez pour diminuer les frais de moitié, les assurances prospection proposées par BPI France. Sur le point de la propriété intellectuelle, il y a ici au sein de l'ambassade à Delhi un correspondant de l'INPI
Voilà, même si ce n'est pas le pays où il y a le plus de copies, ça n'a rien à voir avec la Chine ou même le Brésil sur beaucoup de produits. Donc, c'est quand même globalement assez respecté. Peut-être un peu moins sur les marques, mais sur les produits, ça va encore. Voilà, donc vous avez tout le dispositif et on est partenaire, bien évidemment, du GIFAS sur les prochaines échéances. Donc Def Expo, qui était le salon de la défense qui devait se tenir au mois de février, qui a été reporté là au mois d'octobre. Alors malheureusement, ça tombe aux dates d'Euronaval, donc on ne sait pas trop comment à la fois les groupes français vont gérer ça et les Indiens vont venir. On aura Aero India, puisque c'est tous les 2 ans à Bangalore. Je pense que là, c'est le grand rendez-vous indien et c'est vraiment là où il faut être. Donc au mois de février, les Indiens n'ont pas encore communiqué les dates, mais l'an dernier, il y a 2 ans, on avait quand même, avec le GIFAS, un pavillon d'à peu près 20-25 sociétés françaises. Les plus grands étaient là, mais il y avait une très belle délégation de PME françaises qui étaient présentes. Le Bourget, on a déjà des demandes de sociétés indiennes, de délégations d'États du sud de l'Inde qui veulent venir avec des délégations au Bourget. Donc là, on essaie de voir aussi comment on peut faire. Ça, c'est dans mon équipe Aurélien Sosta-Ponti, là, qui est dans le webinaire, qui fait ça. Il fait du matchmaking et du B2B sur les salons français. Et c'est un peu la tendance d'ailleurs qu'on va prendre chez Business France, c'est d'être encore plus sur les invitations d'acheteurs et de partenaires industriels sur les salons français pour vous amener en post-Covid davantage d'Indiens en France. Ils adorent venir chez nous et ils viennent beaucoup sur les salons. Donc après, c'est tout l'enjeu, c'est de les diriger sur vos stands. Voilà un peu la programmation avec les acteurs. Le GIFAS vient de prendre un VIE qui est hébergé chez Dassault. Ils l'avaient avant le Covid, donc ils ont repris ce système-là. Donc vous avez un vrai appui. Il y a aussi un attaché de la DGAC qui est présent dans les bureaux ici à l'ambassade côté services économiques. Hervé Milican qui suit un peu toute la coopération sur le plan alors plutôt aéronautique civile. Et vous avez une très belle mission de défense pour ceux qui sont que dans la défense, également à l'ambassade à Delhi, qui est très efficace avec des attachés d'armement et toute une équipe qui est là aussi en soutien pour les industriels. Merci Eric Fajol. Alors, cette réunion n'aurait pas été rendue possible sans le concours et l'organisation de la Chambre de commerce France-Inde. Bénédicte Bouard, je vous laisse. Là, c'est vraiment le mot de la fin. Merci en tout cas pour cette organisation. Merci à tous les participants. Je suis très heureuse en ma qualité de présidente de la Chambre de commerce franco-indienne en France. Nous avons un alter ego qui est l'IFCI, qui est la Chambre de commerce franco-indienne en Inde. Nous allons poursuivre notre tâche de faire mieux connaître le marché indien. Aujourd'hui, c'était aéronautique et défense. Nous aurons d'autres déclinaisons sur d'autres secteurs industriels. Et nous sommes toujours ravis de pouvoir apporter le concours de nos PME, enfin PME ETI, comme celle d'Anne-Charlotte ou de celle de Dassault, que je remercie de mettre leur connaissance du marché à la disposition des autres entreprises françaises, mais je veux dire aussi des entreprises indiennes qui voudraient trouver des partenaires en France. Nous sommes sur les 2 fronts et nous allons rester là-dessus. Merci beaucoup et merci évidemment à Yann Le Goff et à Aerocosmos d'avoir contribué pour beaucoup au succès de cette réunion d'aujourd'hui. Merci et à bientôt. C'était un plaisir pour nous. Merci Michel Paskov de Dassault, merci Eric Fajol de Business France et merci Anne-Charlotte Fredinucci pour votre participation, le groupe Ametra. C'était un grand plaisir. Monsieur Mallet, vous voulez prendre la parole? Allez, on prend quelques secondes, on y va? Monsieur Mallet, vous vouliez prendre la parole, non? Vous êtes en mute, hein? Ce n'était que des applaudissements que j'avais envoyés. C'est fort sympathique. Merci à tous pour votre temps, votre attention et à bientôt pour un autre webinaire. Merci au revoir. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.